Des agents de la propreté urbaine de la ville de Grenoble en grève depuis mardi. Ce jeudi, ils ont barré l'entrée de la déchetterie Jacquard. Ils refusent d'appliquer le protocole sur les 1607 heures de travail votées par les élus mi-décembre et qui devait prendre effet au 1er janvier. 2022 commence bien pour le domaine des hautes glaces. Le whisky de Cornillon en Trièves figure au palmarès des grands prix de la revue de vin de France avec le trophée des spiritueux de l'année. Le jury a été séduit par son attachement au terroir, au bio, à la maîtrise de son processus, du champ à la barrique. Et puis elle a été la première à témoigner d'inceste à visage découvert. C'était en 1986. Auteure militante, Eva Thomas a aussi fondé l'association SOS Inceste à Grenoble. Cette femme de combat qui vient d'être promue officier de la Légion d'honneur sera sur le plateau à la fin de ce JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 6 janvier 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. La ville de Grenoble qui n'en a pas fini avec l'application de la loi des 1607 heures de ses fonctionnaires après d'âpres négociations avec les syndicats et la validation aux 35h35 mi-décembre dans la douleur. C'est une partie des agences de la propreté urbaine qui refusent d'appliquer ce protocole effectif au 1er janvier. Un tiers d'entre eux sont en grève depuis mardi et certains bloquent depuis ce matin la déchetterie Jacquard. Pour garder 4 jours de congé de plus par an, ils voudraient, comme les autres, pouvoir effectuer 7 minutes supplémentaires par jour, alors que la mairie leur impose à eux 2 heures supplémentaires 14 fois dans l'année. On travaille du lundi au dimanche et ils veulent nous imposer encore, pour certains, les après-midi, puis pour d'autres, de venir le matin alors qu'ils ne bossent pas le matin, quoi. Donc c'est inconcevable, en sachant qu'on est le seul service de la ville de Grenoble qui ne sont pas alignés sur les mêmes horaires. On demande à faire 7 minutes par jour comme les autres services de la ville de Grenoble et voilà ce qui nous est refusé. On embête les Grenoblois en fait, à notre insu, quoi, enfin, contre notre gré, mais c'est notre seul moyen, donc voilà. Et on tiendra le coup, le temps qu'il faudra, quoi. Cette loi impose un retour aux 1607 heures en janvier 2022. Donc la marge de discussion là-dessus, elle est nulle, en fait. C'est l'un des aspects de la gestion autoritaire de ce gouvernement, c'est d'imposer aux collectivités locales, y compris dans leur propre fonctionnement interne, des règles équivalentes de façon stricte. Ce qui crispe les agents, semble-t-il, c'est le fait de devoir revenir faire ces 28 heures sous forme de 14 fois 2 heures, l'après-midi plutôt, puisqu'ils sont beaucoup en équipe du matin. Donc on va rediscuter de ça, on verra si on trouve un terrain d'entente. Et la prochaine discussion, ce sera demain vendredi. À Grenoble, ce sont environ 225 agents de propreté urbaine qui sont chargés des poubelles de la ville de nettoyer les rues et les marchés. Il y a une semaine, les intempéries touchaient une partie du Sud-Isère, causant par endroits coulées de boue et de rochers. Vous avez peut-être vu notre reportage lundi sur les dégâts sur la gare basse du funiculaire de Saint-Hilaire-du-Touvet. Et puis, dans une moindre mesure, la combe de Giers n'a pas été épargnée non plus. La conjonction des fortes pluies et de la fonte des neiges en altitude a fait déborder la rivière, le Sonon-d'Uriage. Les maires des communes concernées, des techniciens et élus de la métropole, autorités compétentes pour la gestion des milieux aquatiques et le risque inondation, se sont rendus sur place ce matin pour assister aux opérations de déblayage. Le 29 décembre matin, il y a une coulée de boue qui venait du plateau du Mûrier, qui a dévalé donc, les coteaux et qui s'est retrouvée sur la voirie entre Uriage et Giers. Nous sommes à la combe de Giers. On a eu 180 mètres cubes qui se sont retrouvés sur la route. Ça, c'est 17 communes, 30 sites, une centaine d'interventions des services métropolitains et des services des communes. Ce sont des événements brutaux, à la fois conjonction de précipitations importantes, de forte chaleur, d'isothermes qui étaient très hauts, et puis de la fonte des neiges, de fait, et qui entraîne du coup dans les ruisseaux cette quantité de neige. Il avait beaucoup neigé avant, et donc du coup, d'un seul coup, tout ça se réouvre. C'est un vrai sujet, ce quotidien-là. Il faut qu'on soit meilleur là-dessus. On mettra beaucoup plus d'argent dans le mandat qui vient et dans les années qui viennent, parce qu'on a besoin d'accélérer en plus, je dirais, l'entretien. On a besoin de mettre de plus de moyens. On est dans une zone de risque naturel, dans des zones de montagne, donc on n'empêchera jamais des glissements de terrain, des épisodes compliqués comme celui-là. Donc le sujet n'est pas tant de les empêcher, mais d'assurer évidemment un entretien régulier, d'avoir des moyens logistiques pour pouvoir y faire face lorsqu'ils surviennent. Et nous allons dégager des moyens dans cette mandature pour ce faire.
La route a pu être rouverte dès le lendemain jeudi. Les travaux nécessitent une circulation alternée cette semaine sur cette petite portion de la Combe de Gières. Le Trièves abrite le meilleur spiritueux de France. Le titre pour cette année, remis ce jeudi par la revue des Vins de France, revient au domaine des Hautes Glaces, au col des Acarias à 900 mètres d'altitude. Cette ferme distillerie est la première au monde créée en agriculture biologique. C'est cette démarche visionnaire, tout comme le travail autour du terroir des céréales, orge, seigle, épeautre ou avoine, qui a séduit le jury. Et dès 2017, le groupe de spiritueux Rémy Cointreau, auquel il appartient depuis. Nous avions à cette époque été rendre visite à Frédéric Revol. C'est un reportage de Julie Ségala. De loin, la belle bâtisse ressemble à un manoir écossais. Étrange coïncidence puisqu'ici, on produit un whisky qui n'a rien à envier à ses voisins britanniques. Installé en plein cœur du Trièves, le domaine des Hautes Glaces est une ferme distillerie atypique qui produit un whisky 100% bio et local. L'idée vient de l'envie d'un goût, de se poser la question de qu'est-ce que goûterait un whisky s'il avait le goût d'un territoire, s'il n'était pas fait un copier-coller de ce que font très bien les anglo-saxons depuis très longtemps. Alors il est différent à plein de points, il est différent par les céréales qu'on utilise, qui sont des céréales de montagne adaptées à des variétés particulières. Il est différent parce que ces céréales sont travaillées et tout le process est fait en agriculture biologique et en transformation biologique, ce qui est assez rare dans le monde du whisky. Il est différent par la manière dont on fermente, la manière dont on distille et la manière dont on élève, avec à chaque fois une attention portée au goût. Et Frédéric ne laisse rien au hasard. Des alambics dessinés par ses soins au fût de chêne issus des grandes maisons viticoles. Le trentenaire maîtrise sa production de bout en bout. Quant aux céréales, principalement de l'orge et du seigle bio, elles sont récoltées puis stockées séparément, à l'image d'un vignoble, pour conserver les spécificités du terroir et la typicité aromatique. Chaque lot de brut de fût est fait à partir d'une seule parcelle. Et on écrit sur l'étiquette la parcelle et l'année de la moisson. Comme si on pouvait, entre guillemets, millésimer le whisky, quoi. L'idée, c'est de voir si on peut parler de terroir, si on peut parler d'influence de la terre dans le goût du whisky. Par exemple, les céréales de 2015 et les céréales de 2016, là, on goûte tout de suite la différence. Au fil des années, l'eau-de-vie de céréales a pris de la bouteille et s'est fait un nom. Restaurateurs et cavistes s'arrachent ce whisky made in Trièves, un produit de luxe qui séduit les consommateurs jusqu'en Amérique du Nord. En 2016, Frédéric a vendu 12 000 bouteilles entre 50 et 150 €. Mais amateur de whisky patience, le domaine n'a pas encore révélé tous ses secrets. De grands crus sommeillent encore dans ses caves. À consommer bien sûr avec modération pour coller avec le Dry January pour limiter sa consommation d'alcool en ce mois de janvier. Inventé également en Grande-Bretagne, le rugby, ce qui me permet de vous donner des nouvelles du FCG. Rendez-vous très important pour les rugbymen grenoblois qui avaient brillamment battu le leader Mont-de-Marsan avant de perdre à Aix-en-Provence juste avant les fêtes. Les Isérois en plein ventre mou de Pro D2 se rendent à Oyonnax vendredi, deuxième du classement, là où l'an dernier, pratiquement à la même heure, Grenoble avait signé une large victoire qui avait lancé la remontada jusqu'au quart de finale. Coup d'envoi donc ce vendredi à 20h45. C'était il y a un peu plus de 36 ans. Une femme racontait pour la première fois à visage découvert à la télévision qu'elle avait été violée par son père lorsqu'elle avait 15 ans. Aujourd'hui, Eva Thomas a quelques années de plus et se bat toujours pour lutter contre l'inceste, notamment avec l'association qu'elle a créée à Grenoble, SOS Inceste. Eva Thomas, bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous faites partie de la promotion du 1er janvier des officiers de la Légion d'honneur. Vous aviez déjà le titre de chevalier. Félicitations. C'est une reconnaissance de votre action ? Oui, je suis très heureuse pour l'association, surtout pour ce combat collectif en fait. Moi, je suis la porte-parole, quoi. Je représente tout le combat et donc je partage cet honneur avec eux qui travaillent au quotidien dans l'association et tout. Tout a commencé en 1986. Vous veniez de sortir un livre, Le viol du silence. Vous aviez aussi créé SOS Inceste à Grenoble. Et puis, vous êtes invité des Dossiers de l'écran, une célèbre émission à l'époque. Pourquoi est-ce que vous décidez d'y aller ? Parce que, déjà, j'ai écrit le livre parce que j'ai rencontré dans mon travail une petite fille qui était agressée par son père et qui était avec la sauvegarde de l'enfance, puisqu'elle était en maison d'accueil, enfin en famille d'accueil. Et quand j'ai dit qu'il fallait la protéger, qu'elle disait quelque chose de vraiment juste et qu'elle était terrorisée et tout, en 1983, on m'a répondu que les enfants mentent, on ne peut pas les croire, etc.
ça a provoqué chez moi une espèce de colère immense. Donc je me suis mise à écrire pour parler de ces problèmes-là. Et j'ai écrit pendant 2 ans et demi. Je me suis battue pour trouver un éditeur. Et à partir de ce moment-là, j'ai été vraiment décidée à briser le silence, à faire tout ce qui était possible pour qu'on parle enfin de ce tabou. Parce qu'à cette époque-là, personne n'en parlait. Pourtant, on a l'impression que 1986, c'est... Il n'y a pas si longtemps, mais c'était une autre époque. On va voir que suite à votre témoignage, pendant l'émission, c'était le principe, on recevait des témoignages de personnes qui regardaient l'émission, qui réagissaient. Et il y a eu des témoignages d'hommes assez effarants. On va écouter. Un agent technique qui dit « J'ai une fille de 10 ans que j'aime caresser et je me demande si mes impulsions sont coupables ». Il y a ce commerçant parisien qui nous dit « Je suis surpris qu'il n'y ait que des victimes ce soir au débat. Il y a des incestes volontaires, vécus, acceptés. » Ce médecin nous dit « Votre mission est intéressante. Je suis amoureux de ma fille adoptive. Ma famille le sait, l'accepte. Pourquoi semez-vous la zizanie dans les familles ?» Alors, vous étiez violemment attaqué. Aujourd'hui, ça paraît inconcevable. Oui, c'est intéressant de repasser ces images-là, parce que c'est de cette société-là qu'on vient. D'une société du déni total de ce qui se passait dans les familles et dans les institutions. C'était pourtant déjà un crime. Ben oui, c'est un crime, oui, bien sûr. Et à l'époque, ça l'était déjà. Alors, ça l'était déjà. Ouais. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à travailler dans les colloques et tout ça, j'affirmais surtout ça. Je disais, c'est pas une maladie à soigner, l'inceste, c'est un crime. Et il faut d'abord aller en justice. C'est à cette époque également que ont eu lieu les actes que Camille Kouchner a dénoncés dans son livre l'année dernière, La Familia Grande, où elle révélait donc l'inceste qu'avait subi son frère jumeau par son beau-père Olivier Duhamel. Et c'était aussi histoire de dire que ça arrive dans tous les milieux, ça touche tous les milieux. Oui, à l'association, on le savait, parce que les personnes téléphonaient et racontaient leur histoire, et des personnes de milieux très élevés, en fait, à cette période-là, enfin, les personnes de ma génération, si elles essayaient de parler, on trouvait bien un psychiatre pour les enfermer à l'hôpital psychiatrique. Il y en a plusieurs qui ont raconté des histoires comme ça, quoi. Et il y en a plusieurs qui vous ont raconté aussi des histoires en vous disant que c'était très bien. Ils ne voyaient pas où était le problème. Non, mais enfin, il y en a quelques-uns qui ont téléphoné à l'association pour dire ça, mais on savait quoi leur répondre. Selon une enquête Ipsos en novembre 2020, donc on n'est plus dans les années 80, 6,7 millions de personnes, dont 78% de femmes, déclaraient avoir été victimes d'inceste. Il faut donc continuer à informer, à se battre, à écouter. C'est le rôle de l'association que vous avez créée, SOS Inceste, qui s'appelle SOS Inceste pour revivre aujourd'hui. Oui, c'est toujours... il y a une écoute téléphonique, il y a des groupes de parole, parce que ça, c'est très important. Quand on se retrouve entre personnes qui ont vécu ces histoires-là, c'est très étonnant, on se raconte nos histoires et on a l'impression que ce sont les mêmes, on a vécu les mêmes somatisations, les mêmes cauchemars, on a fait les mêmes détours. Et quand on a commencé l'association, c'était devenu très joyeux, parce que tout d'un coup, on nous avait très maltraités, traités d'hystériques, de folles, tout ça. Et en fait, on s'était aperçu que non, on avait réagi à un traumatisme. Donc on était normal. Et ça nous a donné beaucoup d'énergie. Et je me souviens, on disait aux victimes, bravo, vous êtes restés en vie, vous êtes formidables et tout ça, parce que je pense que c'est très difficile d'avoir une vie, c'est une vie difficile après. Donc rester en vie, c'est ça qui est essentiel, quoi. Et puis, il y a cette histoire du consentement. Ce n'est que très récemment qu'on a arrêté d'en parler. En 2021, la loi d'avril 2021, d'ailleurs, votre travail, votre parcours y a contribué. Il y a une loi qui pose que les mineurs de 15 ans ou en dessous de 18 ans, en cas d'inceste, il n'y a pas question de consentement. Alors oui, moi, j'ai eu des grandes colères en face de gens, même au Parlement ou au Sénat, des gens qui ne comprenaient pas pourquoi cette question, on voulait créer une loi spécifique aux mineurs pour que jamais plus on ne pose cette question idiote. Est-ce que tu as consenti à ton viol ? C'était ça qui se posait la question. Mais les gens continuaient de se poser cette question. Et c'était pour ça qu'il fallait vraiment faire une loi qui soit spécifique aux mineurs et qui dise qu'un enfant ne peut jamais consentir à un viol. Alors, vous avez écrit un premier livre, puis un second, Le sang des mots. Vous faites aussi partie de la CIVIS, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites sur mineurs, instaurée en mars 2021. Elle doit durer 2 ans. Qu'est-ce que vous y faites ? Qu'est-ce que vous allez proposer par la suite ?
C'est une commission qui est très intéressante parce que ce sont des personnes qui sont déjà impliquées dans les différentes institutions qui s'occupent de ces problèmes. Et il y a eu une partie des personnes aussi qui ont créé des associations. Donc il y a presque la moitié des personnes qui parlent de quelque chose qu'elles ont vécu. Et donc ça crée des débats intéressants. Le prochain combat, ça serait quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait faire encore? Changer la formation, en particulier des psychologues et des psychothérapeutes, parce qu'il y a différentes manières d'aider les victimes, et pas seulement la psychanalyse qui pendant des années, n'a pas cru les victimes à cause de Freud qui a changé de théorie et qui a transformé la parole vraie des victimes en fantasme. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut changer. Heureusement, il y a beaucoup de psychothérapeutes qui ont réfléchi et qui ne pratiquent plus comme il y a 40 ans ou 35 ans. Mais ça, si vous voulez, il y a eu une formation dans la culture du déni. Et maintenant, il faut faire une formation dans la culture de la protection des enfants. C'est pas du tout la même chose et c'est pas la même façon d'écouter et c'est pas la même façon de soigner les gens. Merci beaucoup Eva Thomas pour tout ce que vous faites et merci encore d'être venue sur ce plateau. Allez, avant de se quitter, une idée de sortie. Si vous êtes amateur de danse et d'une certaine émission de TF1, sous la houlette de l'Isérois Maxime de Rémez, la troupe Dépendance interprétera son nouveau spectacle Entre nous vendredi soir au Summum à Grenoble. Sur scène, 8 artistes de nombreuses fois récompensés au niveau national et international et partenaires de choix ou jurés de Danse avec les stars. Outre Maxime de Rémez, vous retrouverez Denica Ikonomova, Yann Alric Montreuil ou encore Katrina Patchett. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.